La Russie ne lutte pas seulement sur terre et dans les airs en ce moment, alors qu'elle poursuit son invasion coûteuse et insoutenable de l'Ukraine. Elle rencontre également de grandes difficultés en mer. En fait, selon des rapports récents d'officiels de l'OTAN, la marine russe traverse une grave crise, comme en témoigne sa retraite humiliante des eaux de la Méditerranée. Les responsables de l'OTAN surveillent de près les mouvements militaires russes, surtout après les récentes incursions de drones dans l'espace aérien de la Pologne et de la Roumanie. Les membres doivent garder une avance sur la Russie, alors que de nombreux dirigeants mondiaux redoutent une nouvelle agression du Kremlin, voire une attaque contre un État balte de l'OTAN. En conséquence, l'Alliance tient à garder un œil sur le Kremlin, en surveillant ses différents atouts, non seulement en Ukraine, mais aussi ailleurs. Ils surveillant les navires russes en Méditerranée depuis un moment. Et un représentant de l'OTAN a récemment révélé une vérité choquante. La Russie n'a presque plus de navires dans cette zone maritime en particulier. Le responsable, souhaitant rester anonyme, a déclaré « Selon notre évaluation, la marine russe, qui dispose déjà de ressources limitées quant à l'emplacement de ses moyens, rencontre actuellement des difficultés de génération de force et des dilemmes qui affectent sa posture en mer Méditerranée. En d'autres termes, la Russie connaît récemment de tels problèmes graves, avec tant de ses moyens soit endommagés, détruits ou engagés ailleurs. Elle ne peut tout simplement pas se permettre de maintenir une force importante dans la plus grande mer d'Europe. C'est un changement radical. Tout au long de son histoire, la Russie s'est efforcée de maintenir une forte présence navale en Méditerranée, officiellement connue sous le nom de Force opérationnelle permanente de la marine russe en mer Méditerranée. Même à l'époque de l'Union soviétique, la marine soviétique avait aussi fait de la présence d'une flotte en Méditerranée une priorité, appelée 5e escadre opérationnelle. Cela montre l'importance de la région pour les dirigeants du pays, aujourd'hui comme autrefois, et il est facile de le comprendre. La Méditerranée n'est pas seulement la plus grande mer d'Europe, mais aussi l'un des plans d'eau les plus importants au monde. Elle a été un centre majeur de commerce et de voyage à travers les âges, servant de lien stratégique entre 3 continents distincts, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Plus de 20 pays bordent la Méditerranée, dont la France, l'Italie et la Grèce. Des pays asiatiques comme la Turquie, la Syrie, et africains comme l'Égypte, l'Algérie. Il est logique que la Russie veuille être présente dans cette région pour y projeter sa puissance et son influence. La Méditerranée fut un théâtre majeur de la guerre froide. La 5e escadre soviétique servait de contrepoids à la 6e flotte américaine qui dominait alors de vastes zones maritimes. Les temps ont changé. L'Union soviétique n'existe plus et la guerre froide est terminée. La Russie a maintenu des navires dans la région et créé sa force permanente en Méditerranée en 2013. Cela permet au Kremlin de maintenir une certaine pression sur le flanc sud de l'OTAN, au lieu de laisser les États-Unis et l'Europe contrôler presque entièrement la région. Cela donne également à la Russie l'occasion de surveiller de près les mouvements et les routes commerciales d'Arkhaliyevo à travers la mer, ainsi que la possibilité d'intervenir et de perturber ces routes, si elle en ressent le besoin, et peut soutenir ses alliés dans la région. En 2015 par exemple, la Russie a utilisé des navires en Méditerranée dans le cadre de son intervention dans la guerre civile syrienne, le Kremlin apportant alors son soutien militaire au président syrien de l'époque, Bachar el-Assad. À sa création, la force opérationnelle méditerranéenne russe réunissait des navires des flottes de la mer Noire et du Nord stationnés en Syrie. Historiquement, elle comptait jusqu'à 15 navires de guerre, des bâtiments auxiliaires et d'autres navires de la flotte de la Baltique pouvaient être ajoutés selon les besoins pour des opérations régionales. Moscou a déjà déployé plusieurs sous-marins en Méditerranée pour renforcer sa position et ses capacités opérationnelles. Mais cette force navale autrefois puissante semble avoir disparu, la Russie n'opérant désormais que quelques navires dans la région à un moment donné. Selon le responsable de l'OTAN qui a révélé l'information, il y a 2 raisons principales derrière le déclin de la force navale russe en Méditerranée. La première raison, et peut-être la plus importante, est la perte du port stratégique de la Russie dans la ville syrienne de Tartous. Tout cela remonte à la guerre civile syrienne, où la Russie a tenté, sans succès, de maintenir Bachar el-Assad au pouvoir et de réprimer l'opposition. Le Kremlin dominait la Syrie depuis des années. Mais la chute du régime Assad fin 2024 a soudainement anéanti son influence. En effet, seulement quelques jours après la chute du régime, un rapport a émergé de la principale direction du renseignement ukrainien. Le direction principale du renseignement ukrainien, révélant que la Russie avait lancé une évacuation massive de ses troupes et de son matériel militaire depuis les 2 bases qu'elle détenait dans le pays. Latakia, qui était la principale base aérienne russe en Syrie, et Tartous, sa base navale.
La Russie s'était fortement appuyée sur Tartou pendant des décennies, comme principal lieu de ravitaillement, d'amarrage et de maintenance en mer Méditerranée, ayant déplacé ses navires dans la région au début des années 1970, après la signature d'un accord de location soviéto-syrien. Nous avons vu à quel point cette base était importante pendant la guerre en Syrie, lorsqu'elle a été utilisée pour livrer des armes de la Russie au régime d'Assad. En 2015, Moscou et Damas ont signé un accord de location de 49 ans. La Russie a beaucoup investi dans les infrastructures, renforcé sa présence à Tartous et déployé plus de personnel et de matériel sur place. Tartous, surnommée la fenêtre de la Russie sur l'Afrique, sert de tremplin au Kremlin pour étendre son influence en Afrique. Elle a été utilisée par exemple pour le déploiement de mercenaires du groupe Wagner dans divers pays africains, jouant un rôle clé dans la mission de la Russie d'élargir son influence géopolitique dans des pays comme le Cameroun, la République centrafricaine ou la République démocratique du Congo. Avoir Tatu sous contrôle russe était une situation gagnant-gagnant à la fois pour Al-Assad et pour le président russe Vladimir Poutine. Avec Al-Assad écarté du pouvoir et menant une vie luxueuse à Moscou, la Russie fait soudain face à une nouvelle réalité difficile. En janvier de cette année, le nouveau gouvernement syrien a effectivement annulé l'accord de location entre les deux nations, expulsant officiellement les Russes de la région. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, la Russie a été contrainte d'évacuer sa flottille vers la Méditerranée, en envoyant des navires de soutien comme le cargo Sparta II et le débarquement Alexandre Chabaline pour aider à l'évacuation. Des frégates russes, telles que l'amiral Gorchakov et l'amiral Golovko, ont quitté Tatas, leur port d'attache depuis des années, pour la dernière fois. Malgré ses efforts pour prolonger son séjour, le Kremlin a perdu l'accès à sa seule base navale méditerranéenne pour ravitailler, réparer et réapprovisionner sa force locale. L'impact de cette perte est immense. Avec Tatus, la Russie avait une base fiable en Méditerranée. Cela rendait beaucoup plus facile le maintien d'une flotte importante dans la région, car les différents navires impliqués avaient toujours un endroit où aller et accoster, en cas de besoin. Les troupes et les fournitures pouvaient être chargées et déchargées des navires en Syrie, et si la Russie devait intervenir à tout moment dans la région. Elle avait une force prête à être ravitaillée et déployée sur l'eau, mais ce n'est plus possible. À la place, si la Russie veut continuer à faire opérer des navires en Méditerranée, elle devra les déployer depuis ses autres ports et bases navales, dont aucun ne se trouve réellement dans la région méditerranéenne. En effet, les options les plus proches dont dispose actuellement la Russie sont ses ports de la mer Noire, notamment celui de la ville russe de Novorossiysk et d'autres situés dans la région occupée de la Crimée. Même ainsi, il reste difficile pour la Russie de faire passer des navires de la mer Noire à la Méditerranée, car cela implique de longs trajets. En utilisant d'énormes quantités de carburant au passage et en transitant par les détroits contrôlés par la Turquie, cela serait problématique même dans les meilleures circonstances, mais c'est un problème encore plus important en ce moment, car la Russie traverse actuellement une grave crise du carburant qui ne cesse de s'aggraver, provoquée en grande partie par la récente série d'attaques de drones de l'Ukraine contre des raffineries de pétrole, des oléoducs et d'autres infrastructures liées au carburant à travers le pays. Le pays a à peine assez de carburant pour maintenir sa machine de guerre en marche. Elle aurait donc certainement du mal à trouver des stocks excédentaires pour alimenter ses navires de guerre lors de leur long trajet vers la Méditerranée. Le Kremlin pourrait aussi utiliser d'autres ports, du nord ou de la Baltique, comme Baltisk, dans l'enclave russe de Kaliningrad, sur la côte baltique. Cependant, les navires partant d'ici devraient suivre des routes plus longues et complexes pour rejoindre la Méditerranée. Même si les navires arrivaient jusque-là, ils devraient respecter un calendrier très strict. Ils doivent repartir à temps, pour éviter de manquer de carburant ou de provisions avant de rentrer au port. En bref, la perte de contrôle de Tatus a rendu presque impossible la survie de la force opérationnelle russe en Méditerranée, comme le dit le responsable de l'OTAN, avec la perte de ce port. Maintenant, par exemple, s'ils veulent amener un sous-marin de classe Kilo dans la région, ils devront le faire venir depuis l'un de leurs ports du Nord ou de la Baltique. Pouvoir maintenir des opérations est certainement plus difficile. Preuve en est, il y a quelques semaines, fin septembre, quand le sous-marin russe Novorossiysk a dû faire surface près du détroit de Gibraltar. Le sous-marin Kilo, long de 74 mètres, était en mission de combat en Méditerranée mais a subi une défaillance technique. Du carburant a commencé à fuir dans la cale du navire. Et, selon des rapports partagés sur des réseaux sociaux comme Telegram, le sous-marin ne disposait pas des pièces de rechange nécessaires, ni même des spécialistes compétents à bord pour résoudre le problème. En conséquence, il a été contraint de faire surface, et il a ensuite été aperçu en train de faire le long trajet de retour vers la mer Baltique pour être réparé. La marine russe fait face à un nouveau défi majeur. Ils peuvent encore amener des navires comme le sous-marin en Méditerranée.
L'absence de base officielle ou de port allié dans la région rend chaque voyage bien plus risqué qu'avant. Parce que si quelque chose tourne mal, l'aide est très très loin. La deuxième grande raison pour laquelle la Russie semble avoir réduit la taille et l'ampleur de sa flotte en Méditerranée, c'est qu'elle semble désormais déplacer son attention vers la mer Baltique, là où l'OTAN a créé sa propre force majeure. En janvier, peu après des dommages à des câbles sous-marins baltes, possiblement causés par la Russie, l'Alliance a lancé la mission Sentinelle de la Baltique pour renforcer la protection des infrastructures sous-marines critiques et améliorer la réponse des Alliés aux menaces dans la région. En annonçant l'initiative, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a déclaré « En travaillant ensemble avec tous les alliés, nous ferons tout ce qu'il faut pour assurer la sûreté et la sécurité non seulement de nos infrastructures critiques, mais aussi de tout ce qui nous est cher. » Cette mission a mobilisé frégates OTAN, avions de patrouille, drones et moyens de surveillance nationaux, renforçant la posture de l'Alliance dans la région et exerçant une pression sur la flotte baltique russe. En réponse, le Kremlin semble avoir redirigé et repositionné une grande partie de ses moyens navals vers cette zone, voulant créer une force pour contrer l'OTAN et défendre les intérêts russes et les routes maritimes. Mais le triste constat pour la Russie, c'est que ses meilleurs efforts ne sont tout simplement pas suffisants. Alors que le Kremlin ne publie pas de données officielles concernant le nombre de navires composant sa flotte de la Baltique. Un rapport de l'Institut international d'études stratégiques, publié plus tôt cette année, a indiqué qu'elle compte environ 69 navires, face à la puissance navale que l'OTAN peut mobiliser. Ce chiffre reste faible. Et la situation est encore pire pour la Russie, car il est dit que beaucoup des 69 navires composant la flotte de la Baltique sont plutôt anciens et de petite taille. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'une flotte de navires de guerre, de destroyers et de sous-marins haut de gamme et ultra-modernes. Au lieu de cela, elle est en grande partie composée de navires, qui auraient très peu de chance face aux forces de l'OTAN. Et cela a été confirmé par un ancien officier de la marine belge nommé Frédéric Van Lokeren. Van Lokeren a analysé dans Naval News comment la marine russe a souffert face aux drones et missiles ukrainiens ces dernières années. Il écrit « La flotte russe de la mer Baltique a été visée par une campagne navale ukrainienne, utilisant des navires de surface sans pilote et des missiles de croisière. » À la suite de cette campagne navale, plusieurs navires de la flotte de la mer Noire de la Russie ont été endommagés et détruits. La flotte a dû quitter ses bases en Crimée et se replier vers Novorossiysk, dans le sud de la Russie. L'ancien officier a ensuite analysé les récents exercices d'entraînement naval de la Russie et ses tentatives pour mieux protéger ses actifs navals. Il a tiré une conclusion claire sur l'avenir naval de la Russie. La flotte russe de la Baltique est nettement inférieure en nombre face aux forces de l'OTAN présentes dans les pays riverains de la mer Baltique. La flotte de la Baltique agit surtout depuis Kaliningrad, un site exposé et isolé, entouré de pays membres de l'OTAN. On ne s'attend pas, dans la situation actuelle, à ce que la flotte de la Baltique soit capable d'opposer beaucoup de résistance, compte tenu de l'écrasante supériorité des forces de l'OTAN directement disponibles dans la région baltique. Van Ocheren affirme que la Russie pourrait donner à sa marine une chance face à l'OTAN, en investissant dans le développement de navires de surface sans équipage, ou drones marins. Mais il note également que l'OTAN a déjà une certaine avance dans ce domaine, grâce à l'Ukraine. Les forces de l'OTAN ont sûrement analysé la campagne des Unmanned Surface Vehicles ukrainiens en mer Noire et ont probablement accès aux données et connaissances ukrainiennes. L'OTAN acquiert en permanence une expérience précieuse dans la guerre par drone. Ces forces tirent des enseignements des affrontements avec les rebelles Houthis en mer Rouge par exemple, et elles découvrent de nouvelles stratégies et tactiques pour utiliser les drones maritimes de manière offensive et sans défendre. Nous avons déjà vu de nombreux navires de guerre de l'OTAN déployer des mitrailleuses légères et lourdes supplémentaires le long de leurs ponts extérieurs, par exemple, afin de neutraliser plus efficacement les essaims entrants. Le responsable anonyme de l'OTAN partage l'avis de Van Lokeren. Les Alliés ont, selon moi, un avantage technologique sur la Russie concernant les drones navals opérationnels. Nous ne pouvons pas relâcher la pression. Les nations alliées doivent rester urgentes pour maintenir et accroître notre avance grâce à l'innovation. En résumé, tant que l'OTAN poursuit ses efforts, tire des leçons du conflit en Ukraine et reste engagée dans des initiatives comme Baltic Sentry, la marine russe peut difficilement agir contre cela. Elle n'a certainement pas le nombre de navires nécessaires pour affirmer sa domination dans des régions comme la mer Baltique, ni l'infrastructure requise pour projeter sa puissance dans des zones comme la mer Méditerranée. Les forces navales du Kremlin se retrouvent ainsi dans une position très humiliante. Chassées de l'espace tatar sur lequel elles comptaient depuis tant d'années, et sans aucun autre refuge vers lequel se tourner dans la région méditerranéenne.
Leurs effectifs baissent aussi grâce aux frappes de drones, Bichitimos et missiles ukrainiens, Kiev ayant détruit sous-marins, navires de débarquement, frégates, corvettes et autres bâtiments. Et avec l'Ukraine qui se renforce constamment, augmentant sa flotte de drones et ses capacités de frappe. Impossible de prévoir combien la marine russe souffrira encore face à ses ennemis dans les prochains mois. Nous pourrions voir des frappes de missiles Neptune sur d'autres ports russes, ou des attaques de drones contre des sous-marins Kilo et des frégates de la flotte de la Baltique. En résumé, la marine russe est dans une situation terrible, et il n'y a aucun signe d'amélioration dans un avenir proche. Découvrez les difficultés de la Russie en mer, dans notre analyse sur la coupure d'une ligne de vie baltique par le Danemark pour le Kremlin. Ou, pour une vue plus large et approfondie de l'état actuel de la guerre, regardez cette vidéo qui propose une analyse détaillée de l'évolution de la stratégie de l'Ukraine au fil du temps et explique pourquoi elle a maintenant sa meilleure chance de progresser et de gagner cette guerre une bonne fois pour toutes. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour rester informé et à jour sur tout ce qui se passe sur les lignes de front en Ukraine, ainsi que sur les grandes actualités des autres conflits dans le monde. Et merci, comme toujours, de nous regarder.